plus que l'homme est un peu plus âgé. Alors, ces corps amylacés, alors maintenant on surveille beaucoup la prostate par des dosages, on va voir, par notamment des PSA. Vous savez que les PSA, c'est la prostate spécifique antigène. Les PSA, ce sont des enzymes, les PSA entre autres, qui sont chargés de lyser le coagulum. On va y trouver de la phosphatase acide dans les sécrétions, de la fibrinolysine et du zinc. Il y a du zinc dans les sécrétions prostatiques. Et on va pouvoir surveiller la prostate par des dosages réguliers de PSA, mais disons c'est à partir de 40-50 ans, enfin des dosages de PSA. Quand les PSA commencent à augmenter, alors soit vous avez une prostatite, et là, je vous le redis, et notamment pour les messieurs, les prostatites sont extrêmement fréquentes, et des brûlures à la miction, des douleurs à l'éjaculation, ce n'est pas des choses normales, ça nécessite de consulter éventuellement pour ça. Le problème, ce que l'on pense maintenant, c'est que des inflammations locales de la prostate peuvent se produire à bas bruit après une maladie sexuellement transmissible, une gono, des machins comme ça, etc. Les gens sont guéris cliniquement de des sécrétions purulentes au méa, des machins comme ça, des brûlures, mais se développent facilement à bas bruit dans la prostate, une espèce de syndrome inflammatoire. Je suis relativement bien placé pour les voir, parce que moi je vois les hommes quand ils sont infertiles. Au laboratoire de fécondation in vitro de Cochin, les gars ils arrivent. Alors vous avez des gens qui sont tout à fait typiques. Je me rappelle d'un couple. Je vais vous faire le couple. Alors, quand l'homme il est infertile, on lui dit « Monsieur, est-ce que vous avez été éventuellement responsable de grossesse, même si vous n'avez pas désiré maman ?» Il dit « Oui. » Il dit oui. Enfin, plus exactement, c'est sa femme qui dit « Oui. » Il dit « Oui, j'ai fait 2 IVG de monsieur. » Ça, il faut croire quand c'est la dame qui dit, hein, parce que si c'est le monsieur... Mais la dame dit « Oui, j'ai fait 2 IVG. » Alors, je dis au monsieur, est-ce que vous avez eu, parce qu'il était à zoosperme quand je l'ai vu, je lui dis, est-ce que vous avez eu des maladies sexuellement transmissibles? Il m'a dit, oui, j'ai eu 2 gonos. Il m'a dit, j'ai eu 2 gonos il y a 10 ans, et les 2 IVG étaient il y a 10 ans auparavant. Donc c'était important, parce que le gars avait été fertile, il avait été infecté, et puis la femme, entre autres, pouvait attester que le gars était fertile, parce qu'il avait fait des IVG. Donc son azoospermie du moment était donc tout à fait étonnante. On lui a fait quelques examens complémentaires. Le gars avait une infection. Enfin, il n'avait pas une infection, mais il avait une prostatite. Alors, ça s'était mis à bas bruit, c'est développé à bas bruit. Le gars n'avait pas prêté spécialement attention, etc. Finalement, donc, on l'a mis à un traitement antibiotique, un traitement adapté, bien sûr, avec des anti-inflammatoires. Et ce qui s'était passé, c'était que l'œdème avait comprimé les canaux éjaculateurs. L'œdème de la prostate. Mais ça s'était installé tout doucement, donc ce n'était pas un truc gravissime. Un jour, il a dit ah, tiens, à partir d'aujourd'hui, j'ai eu mal. Alors, on l'a mis au traitement et il est revenu nous voir après. Il avait récupéré son éjaculat et la dame était enceinte 2 mois après. Mais entre autres, le gars, il est venu me voir, il m'a dit en plus, les éjaculations, c'est super bon. Alors, je lui ai dit ouais, mais c'est fait pour ça en règle. Il dit oui, mais ça s'était altéré progressivement, donc il n'y avait pas prêté attention. Mais quand on lui a eu déboucher les canaux éjaculateurs par le traitement anti-inflammatoire et qu'il a commencé à éjaculer normalement, il a trouvé que c'était super. C'était le but également. Mais donc, gardez à l'esprit que la prostate, c'est le lieu idéal pour faire une inflammation à bas bruit qui vient vous ennuyer la vie par la suite. Et qui éventuellement est responsable, disent les urologues, des pathologies qu'on retrouve avec l'adénome, voire le cancer de la prostate à 60 ans. Alors, juste pour finir, parce que vous êtes un petit peu fatigué peut-être, comment est-ce qu'on explore tout cet arbre génital? Eh bien c'est simple, vous faites éjaculer le monsieur, vous allez avoir vous pouvez doser le zinc qui explore les fonctions de captation de la prostate, phosphatase acide, les biosynthèses des protéines, et le citrate prostatique pour les sécrétions.
Les vésicules séminales, c'est le fructose, comme je vous ai dit. Donc si vous n'avez pas de fructose dans l'éjaculat, vous pouvez dire que les vésicules séminales sont atteintes d'une manière ou d'une autre. Et pour la partie initiale du tube, de l'épididyme, vous avez la carninine ou l'alpha 1,4 glucosidase qui sont tout à fait remarquables de cette sécrétion. Donc si c'est altéré, on rentre dans les pathologies. Le mouvement du spermatozoïde, pour en dire quelques mots, j'ai dû en dire déjà l'année dernière dans le cours. Vous savez que les ondes flagellaires sont toujours battues du même côté, ce qui fait que pour que le spermatozoïde avance en ligne droite, il doit se retourner à chacun de ces battements flagellaires, ce qui lui permet, si on regarde la tête, on voit qu'elle a un mouvement en créneau comme ça, ce qui lui permet de passer au travers des mailles de la glaire pour monter dans l'appareil génital de la femme. Déposés dans le vagin, ils s'en vont dans la glaire. Alors c'est extrêmement drôle, un jour je vous referai le film parce que c'est trop drôle, les spermatos qui montent dans la glaire, alors ils montent à la queue leu-leu, on dirait une caravane dans le désert, ils ont les uns derrière les autres, et les premiers qui passent et tous les autres passent derrière, on dirait vraiment une caravane comme ça, ils passent dans des couloirs qui se fabriquent eux-mêmes dans la glaire. Et quand la glaire est sécrétoire, deuxième partie de cycle, quand la femme sécrète de la progestérone, en veux-tu, en voilà, la glaire devient extrêmement serrée, compacte, elle est plus filante, elle est plus abondante, elle est compacte, elle est sécrétoire, et les spermatos ne peuvent plus passer au travers. Alors, quand on va faire le spermatozoïde, quand on va essayer de voir ce qu'il vaut sur un éjaculat, les normes de l'OMS font que alors les spermatozoïdes, je vous ai dit au début qu'il y en avait 20% de forme normale, mais tous ne sont pas mobiles non plus, et loin s'en faut, car quand on a 20 à 30% de mobiles, on est déjà content. On est déjà content. Et donc on va évaluer la mobilité des spermatozoïdes sur ceux qui sont très fléchants, c'est-à-dire qui vont traverser l'optique du microscope, il va y en avoir à peu près 20%. Il va y en avoir des progressifs lents, c'est les B. Alors ceux-là qui sont en train d'aller à droite, à gauche, mais ils avancent grosso modo. Il faut savoir que les A et les B, les petits A et les B, sont ceux qui sont fécondants. Ceux qui sont mobiles sur place ne le sont pas. Ceux qui sont immobiles complètement ne le sont encore pas, encore bien moins, bien sûr. Donc, ceux qui nous seront intéressants pour l'assistance médicale à la procréation, par exemple, c'est de savoir quelle est la somme des A plus B. A plus B. Donc, A, c'est les fléchants, B, en sachant que les B peuvent devenir des A, et éventuellement le contraire également. La capacitation, on en a déjà parlé pas mal, donc ça a lieu à proximité, enfin dans les voies génitales. Ça permet aux spermatozoïdes de perdre les facteurs décapacitants de la matrice extracellulaire, la perte de cholestérol, augmenter la fluidité membranaire et mouvement hyperactivé. Le mouvement hyperactivé est un mouvement qui lui permet plus d'avancer, mais c'est un mouvement désordonné dont on pense qu'il est fait pour entrer en contact avec le cumulus et pénétrer le cumulus. Le but de cette capacitation, donc, c'est de préserver les spermatozoïdes fonctionnels jusqu'à proximité immédiate de la zone pellucide. Ça aussi, je crois que c'est rajouté par rapport à l'année dernière. Les spermatozoïdes sont nombreux, mais ils ne s'en vont pas tous à l'assaut de l'ovocyte en même temps. D'abord, il y en a un certain nombre qui restent dans les cryptes de l'endocole. On verra ça dans les cryptes de l'endocole. À partir des cryptes de l'endocole, ils peuvent remonter successivement, traverser la cavité utérine. Alors, traverser la cavité utérine, pour eux, c'est le désert des Tartares, parce que cavité utérine, c'est 7 cm, et eux, ils font quand même 60 microns. Hein, et puis, il faut trouver les ostiums, hein, en haut à gauche. Voilà. Les ostiums, c'est comme si les deux portes là-haut, vous voyez. Alors, imaginez que je sois un spermatozoïde, il faut viser juste là. Enfin, c'est pas facile. Il y en a plein qui vont se perdre. Hein. Sur les 200 millions qu'il y a dans un éjaculat, 40 000 arrivent dans l'utérus, et on en trouvera seulement 200 à proximité du cumulus dans le pavillon tubaire. Mais encore, ces 200 n'y montent pas comme ça, ils vont adhérer pendant un moment donné à l'épithélium tubaire de la partie interstitielle,
donc au début de la trompe. Et ils vont faire, alors ce qu'on a décrit chez les souris très facilement, ça a probablement la même chose chez l'humain, mais ça n'a pas encore été démontré complètement de manière évidente, c'est-à-dire un réservoir spermatique. C'est-à-dire qu'ils adhèrent à l'épithélium tubaire, comme vous le voyez là-haut sur la microscopie, l'image microscopie à balayage. Vous voyez s'il y a des cellules ciliées sur l'épithélium tubaire, on verra la prochaine fois. Et sur les cellules ciliées, les spermatos, c'est comme si ils prenaient un petit repos pendant le trajet. Ils adhèrent là, ils arrêtent leur capacitation. Et quand l'ovule... Je te comprends, hein. Juste un moment. Il commence à être midi et demi. Hein. Il est en train de bailler. Mais retiens quand même, parce que même que les spermatos se fixent sur les cellules ciliées de l'épithélium tubaire et redémarrent ultérieurement. Ce qui fait que les spermatos, vous en avez pendant 48 heures qui sont fécondants dans l'appareil génital. Donc, si vous n'avez pas une contraception efficace, s'il y a un ovule qui se ramène, 48 heures après un rapport, vous pouvez avoir une fécondation et donc constitution d'un embryon, etc. Donc, n'utilisez pas la méthode Ogino, en tous les cas, pour votre contraception, les filles, parce que ça a peuplé des générations d'enfants. Alors, analyse du spermogramme. Quand on veut pouvoir examiner la fertilité des hommes, on leur demandera ce qu'ils ont eu dans les 3 mois précédents. Quand vous faites un éjaculat, vous voulez faire est-ce que vous avez été malade? Est-ce que vous avez pris des antibiotiques? Est-ce que vous avez pris des anti-inflammatoires? Bien sûr, toute chose qui va pouvoir modifier les résultats. Les choses les plus importantes, ça va être le volume, en sachant que si le volume est tout petit, ça voudrait dire que les vésicules séminales, probablement, ou la prostate, ne fonctionnent pas très très bien. La concentration, c'est combien y a-t-il de spermatozoïdes par ml, c'est-à-dire quelle est la production des spermatozoïdes. Bon, théoriquement, elle doit être abondante, elle doit en avoir dans les 20 millions au moins par ml, mais on voit des hommes qui ont des centaines de millions par ml. Alors, les cellules rondes, c'est des cellules qui sont intéressantes, c'est-à-dire que les cellules rondes, c'est est-ce qu'on va trouver des polynucléaires à l'intérieur? Est-ce qu'il y a des polynucléaires? S'il y a un syndrome inflammatoire, comme j'en ai parlé, on va pouvoir retrouver des polynucléaires. S'il y a beaucoup de polynucléaires, c'est pas normal. Un peu, ça va. Beaucoup, c'est pas bien. Et puis après, les mobilités, fléchantes sur place, lentes, petit a, petit b, on a vu. La vitalité, parce que tous les spermatozoïdes ne sont pas vivants. Il doit y en avoir au moins 60 à 80% qui sont vivants dans l'éjaculat. Si vous avez une vitalité qui diminue, ça veut dire que l'écologie, on va dire comme ça, de l'appareil génital n'est pas satisfaisant, qu'il peut y avoir une prostatite, qu'il peut y avoir des inflammations comme ça. Ça nécessite d'être traité, parce que bien évidemment, tout ça, c'est source de stérilité. Et puis, on va faire une analyse de la morphologie. Alors, c'est une analyse qui permettra de savoir combien de pourcents ont une forme normale. Je vous ai dit au tout début, il y en a à peu près 20% qui sont normalement de forme normale. Juste un mot, on a déjà vu ça, c'est pour les traitements, et puis je vais vous libérer. Les traitements, vous reconnaissez le testicule qu'on a déjà vu tout à l'heure. Vous reconnaissez ici la biopsie testiculaire qui a été faite. Quand en laboratoire, on a la biopsie testiculaire, eh bien, on va retrouver les tubes séminifères comme ça. On dilacère les tubes séminifères et on retrouve ici, il est ici, il y a un spermatozoïde ici, la flèche est au mauvais endroit. Et là, oui. Et là, il y a une spermatide allongée. Vous voyez la spermatide allongée ici, et là, un spermatozoïde. Alors, on attrape ces spermatozoïdes, et puis on les micro-injecte à l'intérieur de l'ovocyte. Alors, ça nous permet de traiter, y compris des hommes qui ont des spermatogénèses extrêmement déficientes.
Bien évidemment, le but, c'est quand même qu'il soit fertile naturellement, mais dans l'éventualité où il y a effectivement que trop peu de spermatozoïdes, on peut encore faire aujourd'hui des micro-injections intracytoplasmiques qui permettent d'avoir des embryons et de féconder.